RMC 01 Net TV. François Sorel, de quoi je me mail. Un grand bonjour à vous toutes et à vous tous. Je suis très heureux de vous retrouver pour le retour de quoi je mail, exclusivement et uniquement pour l'instant en version audio en ces périodes de confinement. Écoutez, c'est mieux que rien. On reviendra en vidéo dès que possible. Vous êtes très nombreux à nous dire mais quand de quoi je mail revient en vidéo. On y travaille. On va essayer de faire ça pour la mi-mai. En tout cas, pour ce premier de quoi je me mail du mois de mai, on va évoquer toute l'actualité high-tech du moment avec Jean-Sébastien Zanqui et Emmanuel Paquette. On s'intéressera bien sûr à l'appli Stop Covid qui fait couler beaucoup d'encre. On évoquera Apple, on évoquera Google, on évoquera aussi tous les logiciels de visio. Et puis Jean-Sébastien Zanqui nous proposera en toute fin de ce de quoi je mail une petite sélection de contenu pour tous ceux qui s'ennuient en confinement. On a encore quelques jours à tirer. Peut-être que vous avez tout vu sur Netflix ou sur Amazon Prime Video. Je suis persuadé que Jean-Sébastien va vous donner quelques bonnes nouvelles et bonnes idées tout à l'heure. Merci d'être là. De quoi je me mail, vous le savez, sur RMC le dimanche matin entre 6h et 7h. Et puis aussi sur le numérique, comme on dit, sur le site web d'RMC, rmc.fr et sur 01 TV. Merci d'être là et bienvenue. Puis n'hésitez pas à poursuivre la discussion concernant de quoi je me mêle avec le hashtag DQJMM sur Twitter et avec la page Facebook de quoi je me mêle qui vous attend. Jean-Sébastien Zanqui, bonjour. Bonjour François, bonjour à tous. Comment ça va Jean-Sébastien ? Ça va bien, écoute, toujours confiné. Voilà. Mais bon, on s'y fait, ça commence à être un peu long, mais on a hâte que ça évolue un peu. Oui, en tout cas tu es à la maison, en sécurité, pas de soucis. Et puis Emmanuel Paquette est avec nous. Bonjour Emmanuel. Bonjour François. Emmanuel Paquette, journaliste à l'Express, c'est la team de quoi je me mêle de cette semaine encore. Et on va analyser pour vous toute l'actualité de la semaine avec, pour commencer, Jean-Sébastien et Emmanuel, un point sur l'actu de Stop Covid. On s'en sortira pas de cette application, bien sûr, jusqu'à ce qu'elle sorte ou qu'elle ne sorte pas, parce que finalement, on se rend compte que peut-être on fait un peu trop de bruit pour rien. D'autant qu'Édouard Philippe, Jean-Sébastien, juge que ce débat autour de l'appli de traçage est prématuré et cette application ne sera sans doute pas disponible le 11 mai. Ouais, tout à fait. C'était même étonnant d'entendre Édouard Philippe mardi à l'Assemblée. Il a dit texto, je cite, « Pour l'heure, compte tenu des incertitudes, je serais bien en peine de vous dire si elle fonctionne et comment elle fonctionne. » Donc, c'est pas très rassurant sur l'application. Mais en tout cas, ça a le mérite de mettre un petit peu fin aux tergiversations sur l'application, puisque pour le moment, elle est tout simplement pas inscrite dans le plan de déconfinement. Elle fera l'objet, comme l'a dit Édouard Philippe, d'un débat, avec un vote spécifique en temps voulu, sans aucune date ne soit annoncée pour l'instant. Donc, pour l'instant, c'est vraiment très flou autour de cette application. Bon, Emmanuel, le 11 mai, on l'aura ou pas, cette appli Stop Covid ? Le 11 mai, certainement pas, non. Mais c'est vrai qu'on voit en plus un débat philosophique entre deux voies différentes, en fait, deux types d'architectures différentes. Oui. Une architecture dite décentralisée qui est portée par Apple et Google. Alors l'idée, c'est quoi ? C'est que quand vous croisez des gens, les données restent dans votre smartphone. Et quand une personne est déclarée malade, elle est mise dans un serveur central qui envoie les données sur votre téléphone et qui essaye de voir la correspondance si vous avez croisé cette personne. Mais donc vos données restent dans votre téléphone. Ça, c'est l'approche Google-Apple. L'approche française, donc c'est une approche qui s'appelle DP3T, pour ceux qui aiment la technicité. L'approche européenne et plus française, d'ailleurs, s'appelle PEPPPT. Oui, parce que l'Allemagne a choisi la technologie, en tout cas la stratégie plutôt Exactement, de Google et d'Apple. Google. La stratégie française, basée sur l'INRIA, la technologie de l'INRIA et le protocole Robert, c'est de dire qu'en fait, vos données, à vous, quand vous croisez des gens, sont envoyées sur un serveur central, dans lequel il y a aussi les gens qui sont contaminés. Là, on voit si la correspondance dans le serveur central existe. Et si c'est le cas, on vous envoie une alerte en disant vous avez croisé quelqu'un. Donc voilà, donc c'est deux architectures différentes avec des avantages et des inconvénients, notamment en termes de cybersécurité, parce que quand vous centralisez tout sur un serveur, on peut se dire que si ce serveur est attaqué, ça va être compliqué, alors que dans l'approche Google-Apple, il faudrait attaquer tous les téléphones. Donc c'est plus compliqué. D'une certaine façon, ça serait plus sécurisé. Donc on voit un débat philosophique qui prend du temps et engendre des revirements, et comme tu le disais, entre les pays. Un coup, on est dans le camp Apple-Google et dans l'autre, dans le camp plutôt européen, sur le PEPPPT. Voilà, le PEPPPT. Eh bien, dites-moi, c'est un poème tout ça. Jean-Sébastien, on se rend compte encore une fois que l'union ne va pas faire la force. Et après le PAL et le SECAM, après les prises électriques type 2, type 3 pour les voitures électriques, enfin voilà, on se rend compte que on n'arrive pas à se mettre d'accord, même au niveau de l'Europe, pour une technologie aussi urgente
que ça. Oui, tout à fait. Et C'est d'ailleurs, dingue. même donc Apple et Google vont certainement être utilisés par l'Allemagne, comme le disait Manuel. La Grande-Bretagne a dit qu'ils choisissaient plutôt un système justement en dehors de cette API, comme on Mhm. dit, qui est une sorte d'interface de programmation d'Apple et Google. Donc ça se rapprocherait plutôt du choix français. Voilà, et en plus, en France, il y a les débats continuent, hein. C'est-à-dire qu'il y a eu cette semaine aussi une lettre ouverte de 140 experts en sécurité qui dénoncent un petit peu la solution française. Et ce qui est quand même un comble, c'est que parmi les signataires, il y en a 30 qui sont issus de l'INRIA, qui ont mis justement l'INRIA qui a mis au point ce système, là, Robert, Mhm. comme disait Emmanuel. Donc on voit que le débat est loin d'être terminé au niveau de cette application. Et très franchement, c'est difficile de savoir si la France va pouvoir la proposer Ouais. directement au confinement. Déconfinement, ça paraît difficile quand même. D'autant que tous les gendarmes de la sécurité donnent leur feu vert, hein, en plus, visiblement. Ouais, alors sous condition quand Oui, même, hein. Oui, oui, sous condition. oui. Mhm. Il y a eu le Conseil national du numérique qui l'a fait, le Conseil scientifique, la CNIL. Par contre, il y a l'ANSSI, qui est l'Agence nationale de sécurité informatique, qui a donné des recommandations. Elle n'a pas forcément donné son feu vert, mais des recommandations pour que l'application soit le plus sécurisée possible. Très bien. Emmanuel, qu'est-ce qui va se passer à ton avis? Est-ce que tu penses qu'il va avoir malgré tout au dernier moment une espèce de soubresaut européen et que tout le monde va se mettre d'accord? Ou est-ce que finalement on risque de se retrouver, si cette appli sort un jour, avec des technologies différentes d'un pays à l'autre? Non, là, on va s'orienter vers des technologies et des choix politiques effectivement différents Ça va être d'un pays sympa à ça l'autre. pour tous ceux qui voyagent finalement, parce qu'ils vont se retrouver Oui, dans alors une normalement, on n'est pas situation où censé ils... voyager, hein, comme tu le sais, hein, ni Oui, quitter les mais frontières pour l'instant. combien de temps va être mise en... Enfin, combien de temps va durer cette application? On peut imaginer qu'elle aurait pu même durer après l'ouverture des frontières et elle ne fonctionnera pas dans ce cas-là. Bah, tu as raison de le souligner parce que c'est comme le disait Jean-Sébastien tout à l'heure, dans les recommandations de la CNIL et d'autres, il y a quand même un point sensible qui est de dire que cette technologie et son utilisation doit être bornée dans le temps et doit être proportionnelle à ce qu'on cherche à lui faire faire, c'est-à-dire à limiter la pandémie. Eh oui. Il ne faut pas que ce type d'utilisation de traçage ne se généralise et laisse la porte ouverte après à de la traçabilité, pourquoi pas dans les entreprises aussi, puisque les entreprises pourraient vouloir aussi protéger les salariés en interne avec les mêmes systèmes de traçage, hein. Il y a eu un papier dans le Financial Times cette semaine disant que PricewaterhouseCoopers et puis des fabricants automobiles commençaient à vouloir s'équiper de solutions de traçage en interne dans les Mhm. entreprises pour protéger les salariés. Donc si on commence à ouvrir cette porte, ça peut aller très très loin. Donc c'est vrai qu'il faut la limiter et la borner dans le temps. Et ça c'est un des sujets de préoccupation de tous les gendarmes qui ont donné leur avis Oui, récemment. parce que si on commence à fragmenter tous ces outils, ils n'auront plus d'intérêt parce qu'on ne pourra pas justement mixer toutes ces données. J'ai même vu que certaines boîtes travaillaient sur des objets connectés qui Oui. permettraient Des bracelets, par voilà, de faire Mhm. du tracing. Je ne sais pas si tu as vu ça aussi, Jean-Sébastien. Donc ça veut dire qu'on aurait l'appli, mais peut-être aussi d'autres objets, des bracelets, des choses comme ça. Ça va Oui, oui, être compliqué, hein. Weezings, la marque de montre connectée, fait d'ailleurs partie du consortium français qui travaille sur l'application Stop Covid. Donc effectivement, c'est quelque chose qui pourrait servir à localiser les personnes, ouais, tout à fait. Ouais. Et comme tu le disais aussi, Emmanuel, il va falloir, si cette appli sort un jour, la retirer à un moment précis quand ça sera terminé pour des raisons évidentes de sécurité, hein. Et le Conseil de l'Europe met en garde justement, hein, Jean-Sébastien, contre les effets secondaires, hein, de ces applis de traçage. Oui, oui, c'est effectivement aussi un des points qui est ressorti cette semaine. Le Conseil de l'Europe émet lui aussi des doutes par rapport à cette appli. Mhm. Encore une fois, voilà, ça reste des recommandations, hein. Mhm. C'est une institution internationale, c'est pas forcément une institution qui peut donner des contraintes au gouvernement. Mais on voit qu'il y a beaucoup et beaucoup de voix qui s'expriment, pas forcément contre l'application, mais en tout Mhm. cas sur les limites qu'elle doit garder. On entend moins parler de l'appli Orange, hein, par rapport à la semaine dernière, non, Emmanuel? Orange continue à dire qu'ils sont prêts et qu'ils sont prêts à tester un premier module avec Ouais. les présidents de région. La question est de savoir qui aussi supporte le risque derrière d'une telle application. Est-ce que c'est le gouvernement? Est-ce que c'est les présidents de région? Parce que derrière, il faut que la sécurité, comme tu le disais précédemment, soit certaine. Donc si un jour il y a une faille, eh ben, on sera en capacité de se retourner contre qui? Bien sûr. Ce sera le gouvernement. Mhm. Donc c'est aussi à double tranchant pour les élus.
Parce qu'aujourd'hui, c'est sûr que dire qu'on a besoin de déconfiner dans des règles strictes et le fait que la technologie puisse aider, personne ne peut Mmh. être contre. En revanche, si demain il y a des failles de sécurité, il y a de l'exploitation, effectivement par des hackers de ce système-là, pour essayer de retrouver ou de Mmh. enlever l'anonymisation des données pour savoir qui a été infecté, quand, et cetera, et qu'on voit des bases de données entières comme ça qui se retrouvent dans la nature, et ben derrière, on sera en droit de se retourner contre le gouvernement ou les Mmh. présidents de région. Donc, c'est extrêmement sensible comme sujet. Dernière chose concernant l'appli Stop Covid, et puis après on passera quand même à autre chose. Cédric O, qui est le monsieur numérique français, a dit aussi que cette appli, si elle était développée en l'état, elle ne fonctionnerait pas avec les iPhones. Ce qui est quand même un vrai problème. Alors il a dit, bon, voilà, il y aurait que 20% d'iPhone en France. Mais c'est dingue. Alors moi, je pensais qu'il y avait plus d'iPhone que ça. 20%, ça me paraît quand même un peu léger. Quand on voit tout autour de nous, il y a plein de gens qui ont des iPhones. Donc, mais bon, voilà, on n'est peut-être pas représentatif de la population. Et puis ça veut dire que, bah voilà, il y aura au moins 20% des gens qui ne pourront pas être tracés. C'est un vrai problème, ça aussi. Oui, oui, c'est encore une fois, c'est ce dont je parlais précédemment, c'est-à-dire les deux axes. Oui, Soit, oui. soit on se met dans le camp Google Apple avec la technologie DP3T, soit on prend la technologie européenne, là, le PEPPT. Donc, et la France fait ce choix-là aujourd'hui, pour des raisons de souveraineté, en disant on ne veut pas dépendre des technologies de Google et d'Apple. C'est à l'État de gérer ça, et donc c'est à l'État de donner ses Hmm. règles. Et donc on essaye de s'extraire de ça, quitte à faire un peu une usine à gaz, là, pour le coup. Bon, Jean-Sébastien, tu as un iPhone aussi ou pas? J'ai les deux en fait. J'ai un iPhone en Android, donc au moins Bon je suis voilà, équipé, hein. donc t'es paré pour l'appli Stop Covid, il Ouais, n'y a ouais. pas de souci. On change de sujet maintenant et on va évoquer l'actu des applications de visioconférence. Qui aurait pu imaginer qu'on allait avoir un volet sur les applis de visioconférence il y a encore quelques semaines? C'est dingue en fait, cette pandémie, en fait, cette crise nous fait évoquer des sujets qui étaient très B2B, sauf qu'aujourd'hui, ben voilà, ces applis servent à plein de choses, à faire des apéros entre autres. Alors je sais pas si vous aimez trop les apéros visio, moi j'ai essayé une fois, ça m'a plus déprimé qu'autre chose. C'est assez déprimant. C'est assez déprimant, on est d'accord quand même. Je sais pas, JS, si toi tu arrives Ouais, à moi, vivre avec ça. j'en fais de temps en temps quand même. Bon, c'est sûr que c'est beaucoup moins sympa qu'en vrai, hein, mais bon, ça Bon, fait c'est mieux plaisir que de rien voir qu'on a peut-être. rencontré Oui, ses amis. voilà. Oui, Ouais, c'est ça, c'est un palliatif, quoi. c'est ça. Et donc il y a pas mal d'actu sur ces applis de visioconférence. On commence par quoi? On peut commencer par la fondation Mozilla qui, en fait, cette semaine a mis en ligne un guide qui permet de savoir quelles sont justement les applications les mieux sécurisées du marché. En fait, Mozilla, c'est l'éditeur de Firefox, hein, Eh vous le oui. savez. Il a classé les applications de visio selon plusieurs critères. Alors ça commence par la bonne gestion des mots de passe, par une couche de chiffrement ou pas. Est-ce qu'il y a un programme de bug bounty pour inciter les hackers à détecter les bugs? Est-ce qu'il y a une politique de confidentialité et des mises à jour régulières? Donc à partir de tous ces critères, il y a 3 applications qui ressortent Mhm. clairement du lot. C'est d'abord FaceTime d'Apple, WhatsApp de Facebook et Google Duo. Alors pourquoi ces 3-là? Parce qu'en fait, elles proposent par défaut à la fois la conversation de groupe et le chiffrement de bout en bout, même en conversation vidéo. Donc vous pouvez être sûr que votre conversation reste confidentielle. Il y a un autre détail intéressant dans tout ça, c'est qu'on remarque que Zoom fait partie du lot des bons élèves, alors que l'application elle a été assez décriée sur Oui. les questions de sécurité dernièrement. Mais Mozilla souligne que des efforts ont été effectués par l'éditeur pour justement les résoudre. Et en revanche, éviter d'utiliser Discord et House Party. D'après Mozilla, les mots de passe requis par ces 2 applications sont vraiment pas assez robustes. Donc Mm. ça peut pour poser un risque à l'utilisation. Alors, bien sûr, il y a évidemment une concurrence effrénée concernant toutes ces applis de visio, et même Google entre dans la danse en rendant gratuit en fait son service de visioconférence Meet. Oui, alors Meet, c'est le service de visioconférence qui est vraiment normalement utilisé par les professionnels qui utilisent les solutions Google. Mais cette fois-ci, ça y est, maintenant c'est gratuit, ça peut accueillir jusqu'à 100 personnes, donc on peut faire des méga apéros Ah oui, si vous voulez. Je sais pas trop ce que ça peut représenter à l'utilisation, mais ça doit être compliqué quand il même. faut beaucoup de paquets de chips là Euh, quand même, parce que ouais, voilà, là il faut carrément les sacs de patates, quoi. c'est sûr. Et puis après, il y a aussi Facebook qui a lancé, lui, un tout nouveau service qui est Messenger Rooms.
Donc c'est un système de salon, hein, comme dans Zoom, comme dans Jitsi, qu'on peut utiliser en ce moment. Donc n'importe quel utilisateur de Facebook, de Messenger, de WhatsApp, d'Instagram peut s'y connecter, mais aussi les personnes qui ne possèdent pas d'accès à ces comptes-là. Donc on voit que c'est vraiment une palette très large d'utilisateurs et c'est clairement une réaction face à ces applis de visioconférence qui pullulent actuellement et qui commencent à prendre le pas sur les solutions des GAFA, hein, entre guillemets. Ouais, Zoom, ça a été le boom cette année, hein, en tout cas avec ce confinement. Peu d'entre nous connaissions Zoom il y a encore quelques semaines, et là d'un coup, voilà, tout le monde utilise ce service. Ouais, effectivement, c'est étonnant parce qu'on s'attendait à ce que les GAFA soient les grands gagnants sur ce type de visio, hein, Tout à fait. comme vous le soulignez précédemment. Oui, Enfin, ou Microsoft Teams, par voilà, exemple. qui en bénéficient aussi. Hein, Oui, bien sûr. mais c'est vrai que c'est un petit nouveau qui a tout chamboulé et qui grossit tellement vite qu'effectivement les problèmes de sécurité sont devenus assez criants. Ce qu'on appelle le Zoom bombing, donc des gens qui s'invitent dans les visioconférences soit pour faire de l'espionnage, soit simplement pour diffuser des images porno et tuer en fait la visioconférence, ce qui peut être assez désagréable quand c'est une visioconférence professionnelle. Oui. Cette semaine, on a même vu quand même des journalistes, donc un journaliste du Financial Times qui s'est invité dans des visioconférences Zoom de titres concurrents pour espionner ce qui était en train de se dire dans d'autres titres de la presse anglo-saxonne. Alors il s'est fait attraper, il a été mis à pied par la direction du Financial Times, mais on voit que ça aussi c'est un des problèmes de sécurité, c'est-à-dire que quand on a le lien d'invitation, il suffit de se le passer et des gens peuvent s'inviter comme ça, un peu comme ils le souhaitent dans la conférence. Mais c'est ce qui fait aussi le charme de Zoom, en fait, finalement. Exactement. Hein. Mais facilité, en fait. Voilà, ça peut être aussi un danger. À noter que Zoom a débauché le directeur de la sécurité de Facebook, je crois, hein, justement pour communiquer sur le fait qu'ils prennent le sujet au sérieux et peut-être aussi pour boucher quelques failles. Exactement, parce qu'ils ont grossi tellement vite qu'ils n'ont pas eu le temps de prendre les précautions nécessaires. Là, ils ont dit qu'ils feraient beaucoup d'efforts. C'est ce que disait Jean-Sébastien, d'ailleurs, qui sont salués par la Fondation Mozilla. Ouais, ça montre bien. quand même que le sujet est pris très au sérieux, mais qu'il n'était pas prioritaire, et là, il le devient. Il y a même WhatsApp, Jean-Sébastien, qui évolue et qui permet de faire des conversations à 8, je crois. Hein. Oui, enfin, on a envie de dire, parce que pour l'instant, WhatsApp était limité à 4 personnes, ce qui est quand même très, très peu dans la période qu'on traverse. Et effectivement, ça y est, en même temps que Messenger Rooms, Mark Zuckerberg a annoncé que WhatsApp allait enfin monter jusqu'à 8 personnes, ce qui est quand même déjà un peu plus sympa. Mais il y a toujours ce système de ces applications-là qui effectivement est un peu moins convivial que Zoom, c'est-à-dire qu'on est obligé d'appeler chaque personne une à une, et qu'on ne peut pas donner un lien à des amis en disant comme à la maison, tu passes, tu viens nous faire coucou 5 minutes, et puis tu te déconnectes et c'est fini. Donc effectivement, on voit que ça manque encore un peu de souplesse par rapport aux applis de visio classiques, on va dire. C'est Skype qui est assez silencieux, paradoxalement, alors que c'était vraiment l'outil de visio de ces 15 dernières années qui peut-être aurait dû tirer son épingle du jeu. Hein. On se rend compte que Skype n'a pas réussi, là encore, à convaincre. Non, alors, il y a des gens qui l'utilisent, bien heureusement, mais peut-être pas autant que prévu. C'est-à-dire que, tu l'avais souligné dans l'émission précédente, que Microsoft se retrouve avec deux produits. Microsoft Teams qui s'envole, puisque c'est lié quand même à la suite Office 365. Donc quand on travaille ou qu'on a Outlook Express, on peut activer Teams facilement, mais pas Skype. Et Skype qui est aussi une propriété qui appartient à Microsoft. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, Skype, qui était très grand public, finalement a raté le coche. C'est assez étonnant. RMC 01net TV, François Sorel. De quoi je me mail? Pour cette deuxième partie, toujours à mes côtés, Jean-Sébastien Zanquier, journaliste à 01net.com, et Emmanuel Paquette de l'Express. On poursuit avec l'actualité de la semaine et on va parler un peu d'Apple et de Google, Jean-Sébastien. Oui, tout à fait. D'ailleurs, pas forcément là sur un sujet sur lequel ils coopèrent beaucoup, puisque c'est Google en fait qui a trouvé dans iOS tout un lot de failles, même 14 failles différentes dans le système d'exploitation d'Apple. Alors je vous rassure, c'est des failles qui ont été depuis corrigées, parce que Google est plutôt du genre à dire à Apple avant quels sont les soucis. Mais en gros, c'était un problème qui permettait la lecture et l'écriture d'images directement au sein d'iOS, et donc des vulnérabilités qui ouvraient la porte à d'autres possibles exécutions de code à distance dans un scénario, même zéro clic, c'est-à-dire que l'utilisateur pouvait ne pas s'en rendre compte et n'avait aucune manip à faire, et on pouvait accéder à certaines des données d'iOS.
Donc voilà, je vous rassure, c'est pas quelque chose qui existe maintenant encore dans les iPhones s'il est à jour. Donc c'est pour ça qu'il faut faire ces mises à jour. Mhm. Mais en tout cas, ça montre que effectivement, voilà, hein, Apple n'est clairement pas à l'abri de certaines failles. Et donc il faut être vigilant sur la manière dont on utilise son iPhone, hein, tout simplement. Ouais, c'est amusant parce que Apple justement joue sur ça, hein, sur cet aspect. Nous, on fait attention à votre vie privée, mais c'est pas forcément les meilleurs d'ailleurs en termes de sécurité Apple, hein, j'ai l'impression. Ah, ils sont pas si mauvais. Alors, la chose, c'est que Bah, il leur arrive souvent des problèmes, des hein, problèmes, oui, oui, c'est vrai. Pendant enfin, longtemps, c'est vrai que comme toute boîte liée à l'informatique à de toute l'informatique, façon, ouais. hein. Et puis pendant longtemps, le fait qu'ils avaient des parts de marché qui étaient relativement faibles, en tout cas dans les ordinateurs, hein, avec macOS, faisait que c'était pas la cible privilégiée des assaillants. Oui, c'était Maintenant, Windows qui était, c'était Windows. qui était Maintenant, dans le Apple viseur. est beaucoup plus exposé puisqu'ils sont beaucoup plus populaires avec iOS sur les smartphones. Et puis surtout, là, en l'occurrence, avec Google, il y a un passif, ou un passé et un passif d'ailleurs, hein, puisque Mhm. Google avait trouvé des failles de sécurité dans macOS, les avait diffusées auprès d'Apple il y a quelques années de cela. Apple n'avait pas réagi à l'époque, et du coup, Google avait décidé de les diffuser sans ce qui est de correctif en face. Ça avait créé des tensions entre les deux sociétés, parce que pendant longtemps aussi, le problème d'Apple, c'était qu'ils considéraient que leur produit était tellement bien fait qu'il n'y avait pas de faille et qu'ils ne voulaient pas entendre le fait il y ait des problèmes. Maintenant, depuis peu, ils ont changé totalement de philosophie. Ils font même du bug bounty, tu sais, Oui, comme c'est- toutes ces grandes boîtes exactement. américaines font. Donc, ils Ouais. rétribuent Ouais. des chercheurs ou des développeurs qui trouvent des failles de sécurité autour de macOS ou iOS avec des sommes assez importantes. Mhm. Donc, on voit qu'ils ont totalement changé de philosophie. Ils sont beaucoup plus ouverts, ce qui est rare et il faut quand même le saluer pour Apple parce que c'est quand même une boîte fermée à l'origine et qui ne veut pas trop entendre des critiques de la part de développeurs extérieurs. Mhm. Voilà, c'est vrai que la collaboration Google-Apple, elle est très importante, hein, notamment pour cette appli Stop Covid, mais quand on peut tacler son concurrent aussi, on ne se gêne pas, hein. Faut savoir qu'il y a il y a des dizaines et des dizaines de milliards en jeu entre Google et Apple, hein, ne serait-ce que pour vous savez, l'intégration du moteur de recherche sur Safari, hein, Exactement. Google, on sait que Mm. ça coûte des milliards et des milliards à Google à chaque fois, hein, pour qu'on ait le moteur Google qui soit Par défaut. par défaut en fait sur le navigateur. On reste dans l'univers Apple. Apple qui est prêt pour réouvrir ses magasins le 11 mai, Jean-Sébastien? Oui, alors en tout cas, à partir du 11 mai, de manière progressive, c'est cette semaine Deirdre O'Brien, qui est la vice-présidente de la marque, qui est chargée du réseau de distribution, qui en fait l'a évoqué dans une visioconférence interne chez Apple. À partir du mois de mai, en fonction des situations de chaque pays, Apple va progressivement rouvrir ses stores. On vous rappelle qu'ils avaient fermé les magasins dès le 13 mars, donc avant certaines dates de confinement, notamment en France. Donc on se demandait, est-ce qu'ils allaient suivre la tendance pour le déconfinement? A priori, ça sera le cas. Et c'est d'ailleurs déjà le cas en Chine et aussi à Séoul, en Corée du Sud, où le magasin se concentre plutôt sur tout ce qui est service et assistance. Mais on peut quand même entrer dans ces magasins sous réserve de montrer patte blanche et d'accepter qu'on relève sa température. Alors ça sera peut-être le cas également en France, avec possiblement aussi du gel hydroalcoolique pour Oui. se laver les mains. Et le port avant de masque toucher les obligatoire appareils. peut-être aussi, hein. Évidemment aussi, ouais, tout à fait. On verra bien. Il faudra bien falloir que la vie reprenne, hein, à partir du 11 mai, et le commerce est très important. Parce que même si Apple a un trésor de guerre monstrueux, j'imagine qu'ils subissent aussi de plein fouet cette crise, comme tous les autres. Oui, effectivement. Et puis surtout, ils ont lancé un nouveau modèle d'iPhone. Et bien sûr, le Donc SE. le SE, hein, Ouais. donc ils souhaitent bien l'écouler assez rapidement. Et puis il se trouve qu'aujourd'hui, alors les boutiques d'opérateurs sont un des gros vecteurs Mmh. de vente pour Qui les sont iPhones. fermés, hein. Ils sont fermés. Et le deuxième, c'est les Apple Store. Donc Apple n'a pas trop le choix, effectivement, s'ils veulent pouvoir écouler cette marchandise. Oui, parce qu'on parle d'e-commerce, mais ce n'est qu'une partie, ce n'est qu'un pourcentage Exactement. en fait, hein, Ouais, des ventes de smartphones. On enchaîne avec Amazon. Alors bon, Apple va réouvrir le 11 mai. Est-ce que Amazon sera réouvert à cette date-là? Rien n'est moins sûr, Jean-Sébastien. Les entrepôts d'Amazon qui, pour l'instant, restent fermés jusqu'au 5 mai. Oui, c'est ça, c'est Amazon qui l'a confirmé cette semaine. Selon la société, c'est le délai nécessaire en fait pour évaluer les risques sanitaires dans ces entrepôts. C'est ce qui a été ordonné par le tribunal de Versailles le 24 avril dernier. En fait, Amazon avait été condamné à ne vendre aussi que certaines catégories de produits sous peine de payer une amende de 100 000 euros par erreur. Donc c'est quand même
très important. D'ailleurs, Amazon a estimé qu'avec un taux d'erreur de seulement 0,1%, il pourrait régler jusqu'à 1 milliard d'euros d'amende par semaine. Donc on voit que c'est un sujet assez tendu pour Amazon. Donc pour l'instant, les entrepôts en France restent fermés, mais malgré tout, on peut acheter des choses encore sur Amazon France, notamment auprès des revendeurs tiers, de la marketplace, qui eux, alors seulement ceux qui envoient eux-mêmes leurs produits, pas ceux qui dont la logistique est gérée par Amazon. Mais aussi, il y a certains produits qui viennent des entrepôts de certains pays limitrophes, comme l'Allemagne, l'Espagne et l'Italie. Donc, a priori, tout ce qui est produits électroniques, ça fonctionne. Si vous allez commander un livre en français, là, ce sera un petit peu plus difficile, certainement. Elle est étonnante cette histoire, hein, parce que finalement, on se rend compte que cette crise sanitaire n'est qu'un prétexte. On voit que c'est surtout cette histoire-là, la bataille entre Amazon et ses syndicats, j'ai l'impression, et au milieu de tout ça, voilà, une espèce de surenchère. C'est étonnant, non, Emmanuel? Qu'est-ce que tu en penses? Non, effectivement, tu as raison, il y a un vrai problème de relation entre Amazon et les forces syndicales, notamment dans la logistique, dans les entrepôts. Ça, c'est un premier point. Le deuxième, c'est que disons que ce conflit-là, il est aussi attisé par des éléments extérieurs, notamment les libraires indépendants qui disent que eux n'arrivent pas et ne peuvent pas livrer des livres pour les foyers qui en demandent. Pourquoi Amazon, eux, auraient le droit quand eux, beaucoup plus faibles, avec moins de trésorerie, ne peuvent pas le supporter? Ouais, mais on parle pas de la Fnac, on parle pas de tous ces autres sites où on peut acheter des livres aussi. C'est vrai, ça qui est... exactement, ou effectivement... Là, on montre du doigt Amazon, mais on montre pas du doigt ces discounts, rue du commerce et tous ces autres sites qui sont français. T'as raison, effectivement, c'est devenu un peu l'emblème. Moi, je suis pas là en train de défendre Amazon, Non, mais... j'entends bien, mais c'est vrai que d'autres n'ont pas eu les mêmes restrictions et continuent de faire le commerce comme avant. Donc, on peut considérer de ce point de vue-là qu'il y a un peu un deux poids deux mesures, mais qui aussi peut s'expliquer par le poids très important d'Amazon en France comparativement aux autres concurrents. Donc c'est vrai que le gouvernement là s'attaque, là en l'occurrence les syndicats s'attaquent aux plus gros et aux plus visibles. Et puis c'est vrai qu'ils payent aussi leurs problèmes du passé, notamment leur schéma d'optimisation fiscale qui fait que on dit non seulement ils ne payent pas leurs impôts dus en France, mais en plus ils ne protègent pas leurs salariés. Donc il y a une accumulation de mauvaises images autour d'Amazon. Et aujourd'hui, ils le payent cash. Juste pour une petite info, moi j'ai commandé un produit sur Amazon qui était livré par Amazon et il est venu d'Espagne. En fait, des locaux d'Amazon Espagne. C'est-à-dire que vous vous rendez compte un peu la logistique d'Amazon qui arrive en temps réel quasiment à squeezer tous ces entrepôts français. Et moi, en fait, mon produit, qui était un produit Amazon tout bête, il est venu d'Espagne. Alors, il a mis peut-être un petit peu plus de temps, mais finalement, il est arrivé. Ouais. Et puis, c'était pas une marketplace, c'était un produit Amazon. C'est ce que disait Jean-Sébastien. Pour les produits électroniques, effectivement, ça peut venir d'Allemagne, enfin de tous les pays limitrophes. Et c'est vrai qu'ils sont très forts pour ça. Ils arrivent à rétablir des chemins pour livrer le consommateur au plus vite. Et peut-être qu'ils se rendront compte qu'ils auront plus besoin d'entrepôts en France, finalement, si ça continue. Oui, en plus, c'est même déjà le cas, effectivement, de manière habituelle, les envois depuis les entrepôts à l'étranger. Parfois, il peut y avoir des ruptures de stock en France. Et effectivement, la chaîne logistique d'Amazon et leur système fait que l'algorithme va chercher l'endroit où le produit est disponible le plus rapidement, tout simplement. Donc, ça peut arriver d'un entrepôt d'Allemagne, d'Italie ou de Grande-Bretagne, même en temps normal. Donc, effectivement, on voit là la force logistique d'Amazon qui est complètement mise à contribution là, pendant cette période. Alors, les entrepôts d'Amazon qui sont fermés, mais en revanche, Amazon Prime Video, lui, est bien ouvert et propose d'ailleurs depuis peu un nouveau service de location ou d'achat de films. Oui, on connaissait déjà donc Prime Video en SVOD, donc VOD par abonnement, mais cette fois-ci, Amazon lance Store Prime Video, donc ça va être un peu compliqué pour se retrouver dans les noms, mais globalement c'est une offre effectivement de VOD, d'achat et de location, avec un catalogue qui vient de Disney, Warner Bros, NBC Universal, Sony, Paramount, donc il y a vraiment tous les grands studios. C'est intéressant parce que ça permet à Amazon de proposer à la fois son service par abonnement et à la fois un catalogue qui, lui, va être beaucoup plus récent, puisque la VOD, pas par abonnement, la VOD à l'achat, à l'acte ou à la location, dans la chronologie des médias, ça permet d'avoir des films qui sont sortis il y a 4 mois en salle. Donc, ça permet de compléter un petit peu le catalogue d'Amazon. Concrètement, ça va être autour de 6 € pour la location et 14 € pour l'achat d'un film, qui sont à peu près les prix pratiqués par la concurrence. Vous avez vu cette news qui vient des US où
le dernier film d'Universal, les Trolls 2, bon, qui est un film qu'on va pas forcément nous regarder, on n'est pas forcément dans la cible, mais a gagné plus de 100 millions de dollars, ne serait-ce, enfin, simplement en sortant en VOD. Je sais pas si vous avez vu ça. En e-cinéma, oui. En e-cinéma. Ouais. Alors le film coûtait 20 dollars, je crois, mais on pouvait le regarder sur sa télé. Ouais. Tant et si bien que ça fait réfléchir, en fait. Universal, c'est dingue, hein, cette crise va avoir des conséquences qui sont folles, à revoir peut-être sa stratégie de sortie de film au cinéma. C'est dingue. Oui, effectivement, parce que alors aux États-Unis, il n'y a pas de chronologie des médias. Non, il n'y a pas de chronologie. C'est-à-dire que nous, on n'a pas le droit de faire ça, en fait. Impossible aujourd'hui, mais alors il y a une. Luc Besson avait dit qu'il fallait le faire, mais il avait été à l'époque complètement bâché par toutes les salles de cinéma par sont tous ses contre. concurrents. Canal+ est contre aussi, forcément, Bien puisque sûr, c'est eux qui ont c'est leur business. les plus frais, effectivement. Mais là, aujourd'hui, on voit des réflexions en cours. Il y a encore une interview ce matin du président du CSA, donc le gendarme de l'audiovisuel, qui dit qu'il va falloir effectivement réviser la chronologie, que c'est pas possible et que cette crise-là va peut-être être un accélérateur, bien sûr. Et faire tomber quelques barrières, surtout en France où les barrières sont extrêmement hautes, parce que ce que disait Jean-Sébastien est très vrai, c'est-à-dire qu'un film sorti en salle ne peut être disponible sur une plateforme de SVOD que 3 ans après sa sortie. Donc on voit 3 ans d'un côté, alors que sur la vidéo à la demande, on est à 4 mois, 4 ou 5 mois. On voit quand même les délais qui sont monstrueux, et c'est difficile aujourd'hui d'attendre, à tel point que même Amazon propose depuis peu des films directement sur Prime Video. Notamment, il y a le film Pinocchio qui va sortir dans les jours qui viennent, là, ce week-end. Donc le film Pinocchio avec Benigni, je crois, de mémoire, qui devait, à ma connaissance, sortir en salle et qui sort directement sur Amazon Prime. Et voilà. Bon, on verra bien. Tiens, juste pour la petite anecdote, Disney+ s'apprête à faire une grande fête le 4 mai prochain pour la sortie de tous les Star Wars sur Disney+, même les plus récents, parce que le 4 mai, May the Force, voilà, donc Be with you, c'est le petit jeu de mots, hein, qu'on connaît depuis des années. Mais en France, ça ne marchera pas, puisqu'il y aura au moins 2 Star Wars qui ne seront pas dans cette collection, parce 3, que avec Han Solo. Avec Han Solo, ça fait 3. Hein, je vois que tu es un connaisseur, hein, mon cher Manuel. Ça en fait 3. 3 parce que ces 3-là, sont sortis il y a moins de 36 mois au cinéma. Donc ils ne figureront pas sur la plateforme de vidéo. Hein. On enchaîne maintenant avec WhatsApp. On va en reparler une dernière fois rapidement. WhatsApp qui a été quand même assez accusé ces derniers temps d'être un générateur de fake news. Et donc, visiblement, WhatsApp est en train de gérer la diffusion de contenu viral. Oui, en fait, effectivement, WhatsApp, par sa nature, qui a des discussions privées, on va dire, en plus chiffrées, donc personne d'autre que les participants peuvent y accéder, permet la diffusion de fake news sans forcément qu'il y ait une régulation par le réseau social, comme ça peut être le cas sur Facebook, par exemple. Donc WhatsApp avait mis en place au début du mois d'avril la limitation à des transferts des messages les plus viraux à une seule personne à la fois. Avant, on était déjà limité à 5, maintenant, c'était plus qu'une seule personne. Donc à partir de ça, WhatsApp a réussi à se rendre compte que la diffusion de ces contenus avait baissé de 70%. Donc c'est quand même énorme. Mais le problème, c'est que cette limitation, elle est aussi valable pour toutes les blagues qu'on s'envoie sur WhatsApp. Je ne sais pas si vous êtes dans des groupes WhatsApp en ce moment, mais ça foisonne de blagues de tous les côtés. C'est la même chose. C'est les mêmes contenus qui sont visés aussi. C'est un peu les dommages collatéraux de WhatsApp. Donc si vous êtes friand de ce genre de blagues, vous avez pu vous rendre compte que si vous voulez transmettre à 5 groupes à la fois, c'est impossible. Il faut le faire une après l'autre. Donc voilà, c'est un petit peu le problème de WhatsApp qui est en face de cette utilisation assez compliquée des contenus viraux. Ouais, moi j'ai le malheur d'avoir intégré le groupe WhatsApp de ma maman, et autant vous dire que je reçois beaucoup de choses, alors parfois des recettes intéressantes, mais parfois des trucs un peu bizarres. Enfin bref, c'est comme ça. Emmanuel et Jean-Sébastien, on va maintenant jeter, puisqu'il nous reste 5 minutes, un œil sur tout le contenu qu'on peut et que vous n'avez peut-être pas vu, et que Jean-Sébastien a sélectionné pour nous, du contenu vidéo. Alors ça va de films aux séries en passant par des docs. Jean-Sébastien, merci de nous faire cette petite sélection, parce que on a encore quelques jours de confinement au minimum, hein, on va dire. Et peut-être qu'on n'a pas tout vu, tout ce que tu vas nous dire maintenant. Non, effectivement. Alors, je peux vous proposer déjà, pour commencer, en ce moment, il y a 2 documentaires qui sont vraiment géniaux. Les 2 sont sur Netflix. Le premier, c'est Tiger King.
Alors c'est un documentaire absolument étrange sur un éleveur de félins et de tigres donc aux États-Unis qui s'appelle Joe Exotic, qui est quelqu'un de complètement fou et qui est globalement opposé à une personne qui elle milite pour la protection des félins. Donc il y a toute une histoire, il y a eu toute une histoire entre eux au niveau juridique et ça a fait ce documentaire qui est vraiment incroyable avec des personnages qu'on pourrait inventer en fiction et que personne n'y croirait. Donc c'est quelque chose à voir qui est excellent. Le deuxième documentaire, c'est pour les fans de sport et en particulier de basket. C'est The Last Dance, donc toujours sur Netflix, qui lui se concentre sur la dernière saison, le dernier titre des Chicago Bulls en 98. Et là aussi, c'est génial avec l'analyse de plein de joueurs de l'époque, de Michael Jordan, de Scottie Pippen, pour les gens qui connaissent cette époque-là. Donc voilà, 2 super documentaires en ce moment sur Netflix à regarder. Voilà, 2 docs sur Netflix. Il y en a un autre, peut-être qu'on peut enchaîner aussi avec les documentaires tech, Jean-Sébastien. Moi j'ai vu, je ne sais pas si tu l'as vu aussi Emmanuel, c'est Tous surveillés, qui est sur Arte. Non, qui est un doc hyper intéressant. Et tu voulais nous en parler aussi, Jean-Sébastien, je crois. Ouais, tout à fait. C'est un doc qui est disponible depuis quelques jours sur Arte. Donc, en gros, ça fait, on va dire, l'analyse de comment la vidéosurveillance a évolué grâce ou à cause de l'intelligence, de la reconnaissance faciale, en fait. On se rend compte que effectivement, on peut automatiser beaucoup de choses. Et le réalisateur du documentaire, Sylvain Louvet, est allé directement en Chine. Hein. C'est là où le système est le plus avancé, pour nous montrer justement à quel point ça devient dangereux et la manière dont ça sert aussi le régime chinois pour la répression face aux Ouïghours, qui est la minorité musulmane dans le nord-ouest de la Chine. Donc c'est un très très bon travail d'enquête. Donc je vous invite avec à un regarder, parti pris quand même, hein, je ne sais pas ce que vous en pensez, je ne sais pas si tu l'as vu Emmanuel, avec un parti pris, c'est-à-dire que voilà, on est dans cette posture où on est tous surveillés, quoi. Voilà, c'est ça. Donc oui, après c'est clairement l'angle du documentaire. Hein. Après c'est le thème, bien sûr, mais il n'y a pas trop de nuances. C'est-à-dire qu'on est tous, enfin, quand on sort de ce truc-là, soit on a un peu de recul, soit on se dit on bouge plus, quoi. Parce que c'est vrai que entre toutes ces caméras qui nous surveillent, qui sont partout, notamment à Nice, hein, il faut savoir que Christian Estrosi, suite aux attentats de 2015-2016. En juillet, eh bien, installer tout un maillage en fait de caméras avec de la reconnaissance faciale, justement. Très bien. Bon, alors quelque chose d'un petit peu plus léger pour tous ceux qui aiment la musique. Oui, un super documentaire en ce moment sur Apple TV+, c'est Beastie Boys Story, donc ça raconte l'histoire du groupe de hip-hop de New York, sous une forme très sympa, parce qu'en fait c'est les 2 membres, alors qui restent des Beastie Boys malheureusement, puisqu'il y en a un qui est décédé il y a quelques années, qui sont sur scène, et devant donc au King's Theatre de Brooklyn, et qui racontent sur scène, un peu en mode keynote, tout simplement, leur histoire. Donc ça dure 2 heures, et ils racontent leur début au début des années 80 comme groupe de punk à New York, et puis leur évolution vers le hip-hop, quelles sont les influences du groupe, etc. C'est vraiment très, très sympa, très marrant, aussi un petit peu émouvant forcément quand ils évoquent Agniok qui a été décédé il y a quelques années. Mais voilà, c'est pour tous les amateurs de musique, c'est vraiment quelque chose à voir en ce moment. Merci beaucoup Jean-Sébastien. Emmanuel, tu as un petit coup de cœur en ce moment, t'es dans quoi? Ouais, pour revenir sur ce que disait Jean-Sébastien sur Tous surveillés, moi je suis assez fan de la dernière saison, mais je pense que Jean-Sébastien aussi, de la dernière saison du Bureau des légendes sur Canal+. Oui. Avec la série d'espionnage de la DGSE, donc les responsables des services extérieurs de la France. Vous savez que moi j'ai honte, j'ai pas encore vu un épisode de cette série. Franchement, je te conseille, parce que c'est vraiment très 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 bon. Il va falloir que je m'y mette. Et visiblement très réaliste aussi, puisque même les gens de la DGSE disent, d'accord. Donc des fois c'est un peu lent. Voilà, on n'est pas dans du James Bond, quoi, mais c'est beaucoup plus cérébral, mais c'est beaucoup plus intelligent aussi. Donc voilà, moi je vous le conseille fortement. Mais je suis un peu comme Jean-Sébastien, on doit être de la même génération, c'est-à-dire qu'entre les Beastie Boys, Michael Jordan, on est très branchés sur les choses des années 80-90 aussi, donc voilà. Bon, écoutez, ça permettra aux plus jeunes peut-être de découvrir cette belle période aussi. Merci beaucoup à Jean-Sébastien de la rédaction de zeronet.com. Merci Jean-Sébastien, on se retrouve la semaine prochaine, et merci aussi à Emmanuel Paquette qui nous fait l'amitié d'être là chaque semaine, journaliste à l'Express. Merci de nous avoir suivis.
On se retrouve bien sûr la semaine prochaine sur RMC, le dimanche entre 6h et 7h, et puis sur rmc.fr en podcast. À très vite et surtout, prenez soin de vous. À bientôt. RMC 01 Net TV, François Sorel. De quoi je me mail